Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de France 2 pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité nous intéresser ce matin à la question de l'ego, un sujet central dans le bouddhisme, car comprendre sa nature et son mode de fonctionnement est d'une importance vitale si l'on souhaite se libérer des causes intérieures du mal-être et de la souffrance. Alors qu'entend-on plus exactement par ce terme d'ego? Que nous dit le Bouddha à ce sujet et de quelle manière devons-nous en tant que bouddhistes l'appréhender? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité Jean-Pierre Faure. Jean-Pierre Faure, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine dans la tradition Zen Soto. Vous êtes un disciple de maître Tezen Deshimaru. Vous êtes aujourd'hui l'abbé du monastère Zen de Kanchoji, un monastère que vous avez d'ailleurs vous-même fondé. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'ego, ce terme est souvent galvaudé d'ailleurs. Comment est-ce qu'on pourrait le définir et comment est-ce que l'on pourrait définir le moi, le soi, qui sont des termes qui lui sont souvent associés? Le soi, c'est ce que je suis réellement, totalement, et je n'en ai pas conscience. Alors que le moi, en grec ego, le moi ou l'ego c'est pareil, c'est la conscience de mon existence et la façon dont je me le représente. Alors justement, est-ce que le Bouddha s'est exprimé sur cette question de l'entité éternelle? Cette question, comme je dis, elle est centrale dans le bouddhisme. Il faut se souvenir qu'une fois, plusieurs fois même, l'ascète Vajragota est allé voir le Bouddha en lui posant la question, y a-t-il un soi ou non? Et à la fin, le Bouddha a répondu par un silence. Son disciple Ananda a été choqué de cette non-réponse. Et le Bouddha, se tournant vers Ananda, lui dit « Ananda, si j'avais dit qu'il y a une entité telle que l'âme, une entité éternelle, quelque chose qui existe, je pense que Vajragota serait tombé dans l'hérésie éternaliste. Qui consiste à croire à une entité éternelle. Si je lui avais dit qu'il n'y avait pas de soi, Vajragota serait tombé dans l'hérésie nihiliste, qui consiste à croire qu'au moment de la mort, tout s'achève. Mais bien sûr, ni l'une ni l'autre de ces théories n'est vraie. Alors revenons justement à l'enseignement du Bouddha, Jean-Pierre Faure, sur l'âme, l'Atman. Pourquoi ce silence? Parce que le Bouddha, tout au long de son enseignement, s'est toujours méfié des mots. Il a toujours fait une grande différence entre les mots et ce qu'ils recouvrent. Et donc pour lui, les mots ne sont pas la vérité comme trop souvent, aujourd'hui, on aurait tendance à le faire. Mais d'ailleurs, dans le bouddhisme, on parle de deux réalités. Quelles sont-elles et à quoi est-ce qu'elles correspondent? Le Bouddha a enseigné selon deux réalités. Une réalité absolue, où je suis fondu, où tous les phénomènes sont fondus dans l'univers, et il n'y a personne pour en parler. Et on n'en dit rien. Tout au plus, les philosophes bouddhistes, suivant les écoles, diront « tout est l'esprit » ou « tout est vide ». C'est ce qu'on retrouve dans le Sutra du Diamant, où il est dit « le véritable esprit est celui qui ne s'accroche à rien ». D'un autre côté, une réalité relative, on pourrait dire une réalité des apparences, où à ce moment-là, il y a bien sûr un observateur, où je me sépare de la réalité et où je prends conscience de mon existence, je prends conscience de l'existence des phénomènes. Comment je prends conscience? Tout simplement en me voyant moi-même, et surtout en me donnant une représentation de moi-même. Les 6 sens qui sont ouverts sur le monde me donnent des informations. Et ces informations, mon cerveau les recompose et me donne une image de toute chose, mais aussi une image de moi-même. C'est cela le moi. Mais alors, est-ce que ces deux réalités sont distinctes ou pas? Il n'y a qu'une seule réalité, mais ce sont deux façons de voir. Il y a l'univers qui existe, au plus profond des océans, au fond des galaxies, même s'il n'y a personne pour le voir. Ça, c'est la réalité absolue. Et puis, il y a des moments où je prends conscience d'un phénomène que je n'avais pas vu, je l'observe, je me le représente, je m'en fais une image. Et ces deux mondes, bien sûr, coexistent. Mais il ne faut pas confondre la réalité absolue, dont tout au plus je peux avoir une intuition de son existence. Et puis, bien sûr, la réalité relative, où
je me donne des images, je me fais des représentations des choses. Il ne faut pas confondre les deux. Oui, donc en fait, c'est notre attitude qui change, hein, c'est ça. C'est notre attitude, exactement. Et alors, le moi, dans tout cela, on peut quand même se poser la question, qu'en est-il? Ben c'est précisément quand j'existe, ça c'est une réalité absolue. Je ne sais pas exactement où s'arrête ou commence mon existence. Mais par contre, je peux prendre conscience que j'existe. Je me vois là maintenant face à vous, je me représente des choses, et toutes ces informations que je reçois de par mes sens me font dire il y a quelqu'un, quelque chose, et cette entité, je l'appelle le moi. Mais alors, est-ce qu'il y aurait une opposition entre ce fameux moi et le soi? Et s'il y en a une, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour l'illustrer? Ce que je suis réellement, je ne le sais pas. C'est sûr que je suis une forme vivante de l'univers, je reçois ma vie de l'univers, j'échange ma vie de l'univers, dans l'univers, avec l'univers, et ça c'est une vérité absolue auquel je n'ai pas vraiment accès. Je peux en voir juste des aspects. Le meilleur exemple, ce serait de comparer, par exemple, quand on parle d'une rivière, pour certaines personnes, une vision assez courte serait de dire qu'une rivière, c'est de l'eau qui coule entre deux berges sur une distance finie. Mais si on regarde plus largement, on peut comprendre que le soleil, c'est aussi la rivière. C'est le soleil qui fait évaporer l'eau de l'océan. L'océan fait partie aussi de la rivière. Cette vapeur d'eau qui s'élève, qui se condense sous forme de nuages, c'est aussi la rivière, qui est poussée par les vents, qui rencontre les reliefs, qui va effectivement à ce moment-là se transformer en pluie, tomber sous forme de gouttes d'eau, ruisseler sur les gazons, former des ruisseaux et à la fin couler dans la rivière. Cette totalité, c'est cela la rivière. Et donc trop souvent, notre vision est trop... Par le fait qu'on veuille représenter les choses, on les réduit énormément. Mais justement, est-ce que cette réduction, cette vision du moi, elle n'est pas tout simplement liée à notre condition humaine? Si, c'est quelque chose qui est lié à l'apparition de l'être humain. L'être humain est un animal réflexif. Il peut se réfléchir lui-même. Il peut prendre conscience qu'il existe, et aussi se représenter son existence. Ça, c'est quelque chose qui est la spécificité de l'être humain. Mais alors concrètement, est-ce que comme pour d'autres religions, il faut essayer de tuer l'ego? Est-ce que c'est possible, Jean-Pierre Faure? Non, ça on ne peut pas tuer l'ego. L'ego, c'est lié à notre système, à la complexité de notre système neuronal qui nous permet de nous voir nous-mêmes, de nous réfléchir nous-mêmes. Donc l'ego disparaît avec la mort. Tout au plus, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'ego est parfois utile, mais des fois, il n'est pas nécessaire. Mais alors, donc vous dites qu'il ne faut pas le tuer, mais souvent on parle d'égoïsme, d'ailleurs on le dénonce comme un vilain défaut. Quel est le lien entre l'ego et l'égoïsme? Je me représente la situation, je me représente moi-même dans cette situation, je me représente et cette situation dans le futur, j'en viens à établir une stratégie, à me dire effectivement si je fais ci ou ça, je vais obtenir le meilleur pour moi-même. Donc ces stratégies, ces calculs, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Ce sont donc des calculs qui sont centrés sur moi, pour moi. Il faut bien sûr savoir les contrôler. Alors justement, pour mieux les contrôler, il faut les comprendre. Alors quel est le mécanisme? Est-ce que l'on sait un petit peu comment ça marche tout ça? Il faut savoir que notre inconscient est parfumé et coloré par l'avidité et l'aversion. Avidité et aversion qui viennent de situations passées qui ont été vécues précisément motivées par l'avidité et l'aversion. Et donc quand l'inconscient se lève face à une situation sous forme de désir ou de rejet, il faut bien être conscient de cette situation, savoir qu'il y a une tendance à agir vers l'égoïsme et à se retrouver enfermé, ne pensant qu'à soi et bien sûr rencontrant tôt ou tard la souffrance. Mais est-ce que l'ego nous pousse toujours vers l'égoïsme et la souffrance, du coup Non, l'ego est
n'est ni bien ni mal. Je dis bien, c'est cette capacité, plutôt, c'est le fruit de cette capacité réflexive et de se représenter soi-même. Et bien sûr, il peut même nous amener à la libération. Le point, c'est que l'ego peut être au service du mal, mais il peut être au service du bien. Et il faut savoir que dans certaines situations, si j'entends l'enseignement du Bouddha, par exemple, en ce qui me concerne, si j'en vois le bien fondé, si je suis poussé à vouloir le pratiquer, à suivre les préceptes, je suis exactement animé par mon ego et par le mental qui lui est associé. Je suis entraîné vers la libération, je suis poussé dans la pratique de la libération. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est si l'ego, est-ce que l'ego est toujours à l'œuvre ou est-ce qu'il y a des moments de répit concrètement? Comment ça se... Alors, j'existe, ça tout le temps, j'existe. Mais à des moments, j'ai conscience de mon existence, je me représente dans cette situation et je dis ça c'est tout à fait utile. Mais à d'autres moments, j'existe et je n'ai pas conscience de mon existence. Ça c'est un moment privilégié. Je suis ravi. C'est un moment de ravissement, c'est-à-dire que je suis ravi à mon ego. Je suis ravi au contrôle de mon ego. Et cette situation, elle est ô combien importante parce que quand dans d'autres moments, je serai dans la souffrance, que je serai dans des flux toxiques, que je serai perdu dans mes représentations mentales à chercher un chemin, alors qu'il n'y en a pas, je serai très content de savoir qu'il y a une possibilité de retourner à cette existence pure, d'où l'ego est absent. Mais alors justement, pour résumer et conclure cette émission, comment l'ego doit-il être géré pour éviter toute souffrance vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres, Jean-Pierre Faure? L'ego doit être vu comme quelque chose qui peut se rigidifier. C'est-à-dire, on peut penser à partir de la pensée et continuer de penser en pensée, nourri par l'avidité et l'aversion, arriver à des schémas très rigides. Et là, bien sûr, cette rigidité nous coupe, nous enferme, nous sépare de la réalité. Et donc, tôt ou tard, nous amène à la souffrance. Mais si, par contre, on comprend qu'il est normal qu'il y ait des représentations et de moi et de la situation à chaque instant, mais qu'une infinité de représentations, une infinité d'ego coule au gré des circonstances, alors à ce moment-là, je suis complètement libre. Je ne suis pas du tout affecté par mon ego puisque je ne tombe pas dans les stratégies égoïstes. Mais d'un autre côté, il y a un moment où l'ego ne sert à rien. Et ça, il faut bien le garder présent à l'esprit. Les situations existentielles que nous allons rencontrer un jour ou l'autre, comme la naissance d'une situation nouvelle que je ne désirerais pas, la fin d'une situation que, bien sûr, je ne voudrais pas non plus, le fait qu'un jour, je tombe malade, le fait que, inéluctablement, je rencontre la vieillesse et même un jour la mort, il faut bien comprendre que pour se glisser dans ces situations pour lesquelles on ne peut rien, qui ne sont pas à gérer par les stratégies de l'ego, mais bien plus par une acceptation totale. Il s'agit en fait de retourner à la réalité absolue, de retourner au monde du non-né, c'est-à-dire au monde où l'ego est totalement absent et n'est pas utile. C'est en ce sens qu'il faut bien savoir, à des moments, comprendre le côté utilitaire de l'ego pour gérer notre relation aux autres, pour penser, pour établir un avenir, mais à d'autres moments, savoir que l'issue bouddhiste, c'est de retourner à la réalité ultime, au vrai soi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Faure. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Nous avons été très heureux de vous accueillir. On se retrouve dimanche prochain.